Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Rewmi TV et auditeurs de Rewmi FM, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur le plateau du Grand Oral comme tous les samedis à partir de 11h face à notre invité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un homme d'expérience, un homme, j'allais dire, un historien de la politique et de la vie sociale au Sénégal, un combattant véritablement de la démocratie et véritablement du renforcement des acquis démocratiques. Il a plus de 40 ans d'expérience. Il a été dans la clandestinité. Il a été de tous les combats depuis les années 1960. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Mamadou Diop Decroix. Bonjour, M. Diop. Bonjour, Ablaye. Je rappelle qu'il a été plusieurs fois ministre, plusieurs fois parlementaire. Il est le secrétaire général du parti AJ. Monsieur Mamadou Diop, c'est un plaisir. Mais sans plus tarder, nous allons suivre le portrait justement réalisé par la rédaction. Diop, communément appelé Decroix, est titulaire d'une maîtrise de philosophie. Il est diplômé du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris, option relations internationales approfondies. Il est analyste en informatique de gestion et aussi titulaire d'un certificat d'arabe. Le secrétaire général de And-Jëf, Parti africain pour la démocratie et le socialisme, est aussi membre de la coalition qui a gagné l'élection présidentielle de l'an 2000. Mamadou Diop a été de 2000 à 2012 successivement ministre de la Culture et de la Communication, porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et des Technologies de l'Information et de la Communication, ministre des Relations avec les Assemblées, ministre de l'Information, d'éthique et de l'Intégration économique africaine, ministre du Commerce 2 fois, ministre d'État auprès du président de la République. Son passage à l'Assemblée nationale en tant que député a laissé des acquis importants et durables, ayant été notamment député de l'opposition en 1998-2000 et en tant qu'informaticien, il avait créé un réseau parlementaire des technologies de l'information et de la communication pour initier et imprégner les députés à ces réalités, car la dimension formation des députés n'était pas prise en charge par l'administration. Et c'est grâce à Mamadou Diop Decroix que l'Assemblée nationale est aujourd'hui dotée d'un système de traduction simultanée qui permet à tous les députés qui le désirent de s'exprimer chacun dans sa langue maternelle. Auparavant, le français était la langue unique autorisée à l'Assemblée nationale pendant de longues années. Le coordonnateur du Front patriotique pour la défense de la République de 2012 à 2017 et ensuite de la coalition de l'opposition pour le non au référendum du 20 mars 2016, s'est très tôt engagé dans la résistance contre le système néocolonial. Cela lui a valu 10 arrestations, dont la dernière date de 2018 et 4 séjours en prison et en enrôlement de force dans l'armée pendant qu'il était étudiant à l'université de Dakar, actuelle UCAD. Mamadou Diop Decroix est aussi un militant panafricaniste convaincu. Candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024, Mamadou Diop Decroix et aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Monsieur Mamadou Diop Decroix, un parcours politique exceptionnel. C'est un plaisir de vous recevoir encore une fois sur le plateau du Grand Oral. Alors, un avis sur justement le portrait réalisé. Sur le portrait réalisé. D'abord, je vous remercie, Ablaye, de m'avoir invité sur votre plateau de Grand Oral, encore une fois de plus. Toujours très content de vous rencontrer puisque ce sont des échanges utiles avec un style très décontracté. Je salue également vos auditeurs, auditrices, vos téléspectateurs et téléspectatrices. Bon, pour le portrait, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Peut-être que dans l'émission, on pourrait aborder certains aspects, l'Assemblée, le système néocolonial, etc., etc. Voilà. Alors, M. Mamadou Diop Decroix, avant véritablement d'entrer dans le vif du sujet, dans votre parcours en tant que jeune, dans votre parcours en tant qu'homme d'expérience, vous avez eu à rencontrer véritablement plusieurs figures au Sénégal, en Afrique, un peu partout dans le monde. Vous avez été aux côtés véritablement d'éminentes personnalités politiques. Vous avez côtoyé Majmou Diop du PAI, vous avez côtoyé Cheikh Anta Diop, vous avez côtoyé Seydou Sissoko, premier secrétaire général du Parti de l'Indépendance et du Travail, mais également tant d'autres figures historiques, surtout de la gauche. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cet héritage, aujourd'hui, ce lourd héritage, en tout cas, est entre de bonnes mains par rapport à ce qu'il se passe dans le landerneau politique sénégalais? C'est une bonne question. Très vaste aussi, question. C'est vrai, nous avons eu nos aînés
qui très tôt vraiment se sont engagés. En réalité, même cette génération des Amad, Dansokho, Seydou, Majmoud Diop, etc., vous avez des gens qui sont encore antérieurs. Les Lamine Ibrahim Arfa Senghor, les Garang Kouyaté, etc., de grands résistants. Évidemment, ceux-là, c'est à l'époque coloniale déjà. Qui se sont réclamés de ce que nous appelons les idées de gauche, c'est-à-dire les idées d'avant-garde, les idées de libération nationale, d'émancipation sociale. L'Afrique est le continent le plus riche du monde, mais dont les populations sont les plus pauvres du monde. Ce paradoxe-là a très tôt été perçu par des Africains qui se sont battus. Parfois, ils y ont laissé leur vie, etc., etc. Et ça s'est poursuivi. Le PAI, déjà en 1957, avait posé le problème de l'indépendance, etc., etc. Bon, nous-mêmes, quand nous sommes arrivés, voilà, c'est vrai, nous nous sommes engagés dans la bataille, le combat contre le système néocolonial qui est encore là. C'est pas parce que des souverainistes ont gagné que c'est terminé. Non, c'est maintenant le moment de s'attaquer au système. Probablement qu'on va en parler davantage au cours de cette émission. Alors, mais il y a un mais, parce que moi, quand je regarde le Sénégal n'a pas connu jusqu'à récemment une alternative. C'était des alternances. Bon, ça peut être très long, mais c'est ça. Par contre, en Afrique, ailleurs, au Mali, vous avez eu l'ADEMA avec le président Alpha Oumar Konaré. Au Burkina, vous avez eu la gauche avec Thomas Sankara, que je connaissais bien d'ailleurs, j'allais à Ouagadougou. Alpha aussi, je le connaissais bien. Vous avez eu en Guinée Alpha Condé, vous avez eu au Niger Issoufou et ailleurs en Afrique. Mais cette génération-là n'a pas su véritablement mettre en œuvre les idées anti-système, les idées de libération nationale, d'émancipation sociale, etc. C'est des questions qui sont sur la table, mais que la gauche africaine n'a pas encore traitées. Or, il faut absolument traiter cela. Comment se fait-il que des gens qui se sont battus pour que ça change, une fois arrivés au pouvoir, n'ont pas pu faire grand-chose? Regarde les pays qui ont fait la lutte de libération nationale, la guerre de libération nationale. Parce que nous autres, en Afrique francophone, généralement, à part la Guinée, c'est le général de Gaulle, avec son référendum de 1958, qui a octroyé, nous on dit octroyer les indépendances à ces pays-là en choisissant les dirigeants. Ça, il faut bien le dire aussi. Tout le contraire du PAIGC avec la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, le Frélimo, justement au Mozambique, ou véritablement les boat people, justement au niveau du Zimbabwe. Oui, alors, donc, c'est exactement ça. Donc, les pays francophones, on leur a octroyé l'indépendance, mais les colonies portugaises, comme tu dis, Guinée-Bissau et Cap-Vert, Angola, São Tomé et Príncipe, Mozambique, c'était le colonial portugais qui avait refusé clairement de donner l'indépendance. Donc, ils se sont battus les armes à la main. Parfois des décennies de combat, des milliers de morts, de blessés, etc., etc. Ces gens ont vaincu le colonialisme portugais. Ils ont exercé le pouvoir. Mais ça n'a pas réglé les problèmes. On regarde le Mozambique, l'Angola, un pays pétrolier extrêmement riche. Agostinho Neto, qui était un grand guerrieros dans le maquis, qui a eu à diriger l'Angola pendant de très longues années. Sa fille est aujourd'hui
accusé de corruption portant sur beaucoup d'argent. On a dit que le système là-bas a fini par être complètement dévoyé, etc., etc. Alors, la Guinée-Bissau, notre frère est en train de se battre là-bas, mais les conditions sont extrêmement difficiles. Ainsi de suite. Au Sénégal, c'est la première fois que des Sénégalais, des jeunes, ils ont l'âge que les autres avaient en 1960. C'était que des jeunes, à part Senghor avait 54 ans. Hein. 4 ans de plus que Ousmane Sonko. Mais c'est pour simplement montrer que la jeunesse c'est bien, mais il faut que la jeunesse sache exactement de quel type de Sénégal nous voulons et de quel type d'Afrique nous voulons. Alors, mais eux, ils se sont réclamés avant d'accéder au pouvoir. Ils ont dit non, nous on veut l'indépendance, la libération nationale et l'émancipation. Nous, on veut l'unité africaine. Nous, on veut moraliser la vie politique, que l'argent public soit sauvegardé, bien investi, etc., etc. Nous voulons l'éthique en politique. C'est ça qu'ils ont dit avant. Lorsqu'ils ont gagné, ils ont commencé à mettre en place des outils, des instruments, des démarches, des stratégies pour effectivement atteindre cet objectif. En tout cas, nous, c'est comme ça que nous percevons ce qui est en train d'être fait. Et ça, c'est un gros défi. C'est-à-dire que le Sénégal doit réussir là où ceux qui se sont battus les armes à la main n'ont pas réussi, ou ceux qui avaient les mêmes idées ailleurs, qui ont exercé, n'ont pas réussi. Nous devons réussir ça ici. C'est ça le défi. D'accord. Alors, on ne va pas... le sujet est assez passionnant parce que quand même, il est toujours bon de refaire l'histoire, de revivre l'histoire afin de véritablement de pouvoir créer le pont, ce link, cette interconnexion, cette imbrication avec les réalités d'aujourd'hui. Mais monsieur Mamadou Diop Decroix, avec votre permission, on va rentrer véritablement dans un sujet. On reviendra sur l'héritage intellectuel véritablement de plusieurs de vos compagnons, dont Omar Diop Blondin, si le temps nous le permet. Mais si nous revenons à l'actualité brûlante, M. Mamadou Diop Decroix, il s'agit véritablement de cette reddition des comptes. Parce qu'en réalité, le débat est ouvert, des enquêtes sont lancées, des procédures sont enclenchées. Est-ce que vous pensez que c'est un principe réel de bonne gouvernance, une alternative par rapport à tout ce qu'il s'est passé en termes véritablement de reddition des comptes, ou véritablement s'agit-il d'une chasse aux sorcières? La question est sur la table. C'est la pratique qui est le critère de la vérité. Et nous avons... Ça, c'est un slogan chez nous. La pratique est le critère de la vérité. Pour apprécier cela, c'est la pratique qui va nous permettre de déterminer. Mais d'ores et déjà, nous pouvons voir qu'il y a des éléments qui peuvent... donner à peu près le sens du vent de cette reddition des comptes. À l'époque, on a parlé de reddition de comptes. Les termes peuvent changer. Hein. Aujourd'hui, on dit reddition des comptes. Peut-être qu'avant, on a utilisé d'autres termes. Je n'insiste pas tellement sur la formulation. Mais je sais que sous le président Diouf, on a créé la CREI, Cour de répression, lancement illicite. C'était une façon, au fond, de soulever la problématique de la reddition des comptes. Mais on s'est aperçu dès lors, rapidement, que on s'est aperçu alors, très rapidement, que il s'agissait pour le camp du nouveau président qui venait de remplacer le président Senghor, de calmer les troupes au Parti socialiste. Certains avaient critiqué Senghor, avaient estimé que le président Senghor a sauté des générations.
Le président Diouf, attention, il avait 45 ans quand il devenait président de la République. Effectivement. Il avait l'âge de Diomaye. Effectivement. Alors donc, ça, faisons très attention sur cette problématique d'opposer les générations. Ce n'est pas la première fois que des présidents de la République soient des jeunes. D'accord? Si j'ouvre la parenthèse, ça va être très long. Donc, il avait 45 ans. Certains ont dit non, on a plus de légitimité que lui dans le parti, pourquoi Senghor, etc. Et bon, dans son cas, les gens ont estimé qu'il faut quand même les calmer. La Cour de répression de l'enrichissement illicite a arrêté 2 personnes. Autour, en tout cas, ils n'étaient pas très... Mais moi, j'en connais 2 qui étaient les plus visibles. Effectivement, 2 personnes. Voilà. Alors... ça s'est arrêté là. Les gens se sont calmés et puis c'est terminé. La Cour de répression de l'enrichissement illicite reviendra 30 ans après. Elle avait disparu de l'architecture juridictionnelle du pays. Donc, voilà. Ensuite, le président Wade. Le président Wade avait mis l'accent sur les audits. On a beaucoup parlé à l'époque les audits. Mais Wade avait dit, je ne fais pas de chasse aux sorcières. La problématique revient. Je me souviens, une fois, j'ai trouvé le président Wade dans son bureau. Je crois que c'était un dimanche après-midi. Il avait beaucoup de petites sacoches là. Des sacoches. Petites, beaucoup, tout. J'ai dit, mais président, qu'est-ce que vous faites? Il m'a dit que ça, c'est des dossiers de nos prédécesseurs. Il m'a dit, tout dossier que tu prends peut amener la personne en prison. Bon, mais moi, j'ai décidé de ne pas faire de chasse aux sorcières. C'était sa façon de parler. Je considère que le président Wade avait quand même beaucoup de relations avec le président Diouf. Il a séjourné à 2 reprises dans le gouvernement du président Diouf. Bon, il n'a pas voulu ouvrir ce front-là, clairement, c'est mon avis. Parce qu'au fond, on aurait pu poursuivre ce qui était fautif sans faire de chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières, c'est l'esprit de revanche. C'est organiser une revanche, frapper des gens parce que voilà, ils étaient méchants contre nous, des choses comme ça. C'est ça qu'on appelle chasse aux sorcières. Mais poursuivre ceux qui ont fait de la prévarication, détournement, corruption, etc., ça, c'est pas de la chasse aux sorcières. Donc, c'est une reddition des comptes. Ça, c'est la reddition des comptes. Alors, ensuite, c'est le président Wade. Rapidement, je connais ceux qui l'ont convaincu de favoriser l'afflux de responsables du PS vers le PDS. Le président Wade s'est ouvert à ce jeu-là. Je lui ai dit, mais président, parce qu'on discutait très souvent le président Wade. Alors, je dis, mais président, bombe à retardement, les bombes à retardement que vous mettez dans la poche, c'est quoi? Je parlais des transhumants parce que le PDS était très remonté contre ça. Parfois, les gens ne comprenaient même pas. Je suis allé à Touba rencontrer des responsables de mon parti et du PDS, puisque c'était la coalition Alternance 2000. J'étais également ministre dans le gouvernement. Alors, il y a une dame responsable des femmes qui m'a dit, moi, on ne peut pas comprendre. On se battait contre un tel. C'est eux qui nous faisaient gazer. Les grenades lacrymogènes qui nous faisaient arrêter, etc. Quand on a dit nous, on a gagné, ces gens continuent de nous dominer. Ils sont encore là, nous, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Effectivement, c'était un gros problème. Mais bon, ça s'est passé de cette façon-là. Macky Sall, quand il est venu, il dit la même chose. Il a d'abord réanimé la CRI, Cour de répression de l'enrichissement illicite. Il a fait une liste
de 25 personnes. Karim était en tête de liste. Et il a dit, bon, ben, il faut rendre gorge, il faut rendre compte, il faut, etc. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, les gens ont critiqué la Cour de répression de lâchement illicite. Ce n'est pas une juridiction normale, une juridiction d'exception qui inverse la charge de la preuve. On a accusé M. Wade, ben voilà, vous avez je ne sais pas combien de centaines ou de milliers de milliards, amenez les preuves, sinon vous allez en tôle. Il a fait 3 ans et quelques en prison avant de partir. Les autres n'ont pas été poursuivis et les choses en sont restées là. Et certains, véritablement, ont pu siéger au Conseil des ministres. Ouais. Et certains, parmi les personnalités qui avaient été citées dans le cadre de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, ont fini par siéger au Conseil des ministres. Oui. Déjà, ceux qui étaient cités étaient ministres avec lui. Ensuite, ils se sont retrouvés avec lui. Donc, ce n'était pas une volonté vraiment de reddition des comptes. Ça aussi, on peut le comprendre, hein, parce que finalement, Macky Sall, c'est quand même le PDS. Hein? Ah oui. Donc, si vous vous mettez à taper dedans, bon, vous risquez de vous attaquer vous-même, de tomber sur vous-même. Alors, et pour justement la gouvernance du président Diomaye... alors là, c'est différent. C'est différent parce que ils n'ont pas les mêmes rapports avec leurs prédécesseurs. Le président Diouf, c'était Senghor. Le président Wade avait travaillé avec le président Diouf. Le président Macky Sall est quelque part une... Wade bon, je ne veux pas parler d'une certaine manière, parce que je sais que c'est le Tout-Puissant qui donne le pouvoir. Mais ça passe par des mains. Effectivement. Dans le cas de Macky Sall, c'est Abdoulaye Wade, clairement. D'accord? Mais ceux-là n'ont pas ce type de compte à rendre. C'est pas avec Senghor, c'est pas avec Diouf, c'est pas avec Wade, c'est pas avec Macky Sall. Ensuite, j'ai le sentiment que le monde ayant beaucoup évolué, le pays a beaucoup évolué, les exigences du peuple sont devenues très précises. Et un peuple maintenant éveillé. Vous savez, les réseaux sociaux, l'Internet, etc., il y a beaucoup de défauts, beaucoup de limites, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Et donc, je considère qu'ils ont la volonté ferme et la détermination vraiment de s'occuper de la reddition des comptes. Je considère également qu'ils ne sont pas dans une chasse aux sorcières. Maintenant, qu'est-ce qui va nous distinguer? Moi qui dis ce n'est pas une chasse aux sorcières, et ceux qui disent c'est une chasse aux sorcières, mais c'est la pratique qui va nous départager. Ce n'est pas le nombre de mots que moi je débute contre eux ou qu'eux ils débutent contre moi, c'est la pratique. Et cette pratique-là, c'est d'abord d'éliminer la CREI. La Cour de répression de lâchement n'existe plus. Ce n'est plus inversion de la preuve, pas de double degré de juridiction, rien. On a créé un pôle judiciaire, un pôle financier. Moi, j'ai fait partie en tout cas de ceux qui pensaient que c'est ça qu'il faut faire. Je m'en félicite. D'accord. Cette affaire avait été lancée d'ailleurs sous Macky Sall, avant son départ. Maintenant, a été installée en septembre par le président Diomaye. Donc, c'est déjà un pas en avant. Deuxièmement aussi, on ne peut plus rien cacher dans ce pays-là. Ceux qui sont identifiés, les gens vont aller devant l'instruction, ils présenteront leurs preuves. S'ils arrivent à convaincre le tribunal, ils seront libres. Effectivement. Si maintenant le tribunal est convaincu qu'ils sont fautifs,
mais ils seront frappés par la loi. Et je crois qu'en ce moment-là aussi, l'opinion saura qu'est-ce qu'on leur reproche. Merci. Je crois bien que c'est important et c'est intéressant. Par rapport vraiment au développement sur ce point lié à la réduction des comptes. Maintenant, je crois bien qu'il y a à peu près plusieurs sujets à toucher. On essaiera véritablement d'adopter le mode fast track pour aller dans le sens véritablement de pouvoir éplucher en tout cas des sujets assez intéressants. Alors, monsieur le ministre, on va en venir maintenant à la souveraineté économique et militaire, parce qu'en réalité, on a vu les déclarations faites autant par le président Diomaye, autant par le premier ministre Ousmane Sonko en termes de souveraineté économique, surtout par rapport à cette approche endogène de l'économie, mais également, ce pas essentiel parce que c'est un vieux sujet, c'est un sujet qui date de plusieurs années. Il s'agit également de la souveraineté militaire avec le départ prochain justement des troupes françaises présentes au Sénégal depuis. Alors, est-ce qu'il y a de réels risques ou véritablement quel peut être le niveau de faisabilité justement? Bien, alors la souveraineté militaire est plus facile que la souveraineté économique. Souveraineté militaire, c'est vous discutez avec les gens des modalités de leur départ, c'est tout. Vous vous entendez et puis ils s'en vont. Ça, il n'y a pas de problème. Eux, ils ont dit ça bien avant. J'ai vu cette petite polémique-là avec Macron. Ceux qui sont au Sénégal, les autorités sénégalaises avaient dit, nous, si on arrive au pouvoir, on se débarrasse de la présence militaire étrangère, française et autres, étrangères. C'est ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre, c'est plus facile. Alors, mais c'est symboliquement important. Symboliquement important. C'est-à-dire qu'un pays indépendant ne peut pas avoir des bases militaires dans son pays, sauf si, évidemment, on a un niveau de décision tel que les gens comprennent que, bon, c'est peut-être pour des raisons, voilà, que les gens acceptent ça. Mais là, c'est pas acceptable parce que les gens considèrent que nous, dans nos pays, on est encore des colonies françaises. Donc, symboliquement, il faut mettre fin à ça. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, la souveraineté économique, bon, d'abord, c'est un vaste débat. Il faut, parce que le monde est tellement interconnecté, interpénétré, etc., etc. C'est une économie monde capitaliste, néolibérale, qu'il faut casser, mais pour l'instant, c'est ça. Alors, elle construit une économie endogène. Une souveraineté économique, c'est d'abord réinventer la machine économique de notre pays. On n'a pas changé la machine économique que les colons ont laissée ici. C'est le même modèle. Oui. Alors, l'agriculture, comme je dis souvent, c'est quoi? Quand on vous dit ici l'agriculture, c'est l'arachide. L'arachide, c'était la France qui avait décidé que le Sénégal doit produire l'arachide. Le Burkina et le Mali doivent produire le coton, la Guinée doit produire la banane, la Côte d'Ivoire doit produire le café et le cacao, l'Indochine le riz. C'était une politique coloniale qui pouvait être cohérente pour le colon, mais qui n'est pas notre politique. Depuis lors, on n'a pas changé ça. Bon, il y a eu des efforts, les gens ont pris conscience, mais on n'y arrive pas. Peut-être qu'on en reparlera, parce que l'administration et tout ce qui s'ensuit, corruption, machin, etc. Alors, donc il faut réinventer l'agriculture, faire en sorte que les Sénégalais mangent à leur faim. Mangent à leur faim. Changer de paradigme. Changer de paradigme. Si les gens mangent à leur faim, la santé va s'en ressentir. Donc, même la santé publique, l'argent qu'on dépense va diminuer parce que les gens mangent à leur faim et correctement. L'agriculture, la transformation, l'industrie, parce qu'on n'a pas de secteur industriel. C'était fait exprès. Les Français, c'était l'industrie de transformation. Simplement, huilerie, et puis quelques autres petites bricoles.
c'était ça. Vous aviez le Dakar Niger, l'Abidjan Niger, etc. Donc, on va à l'intérieur, Mali, Sénégal, à l'intérieur Niger, Burkina, Abidjan, etc. On draine. Quand vous arrivez à Dakar, vous avez la gare qui est à côté du port. Donc, le train arrive, on transporte vers le port et ça s'en va. C'était comme ça une économie extravertie qui n'était pas la nôtre. Donc, il faut reconstruire les infrastructures de transport. Le ferroviaire, pour moi, bon, j'écoute mes amis là qui sont aux affaires, je trouve que du point de vue du secteur de la reprise du chemin de fer, de la filière ferroviaire, ah oui, il faut beaucoup que ce que j'ai pour l'instant entendu. Mais c'est ça, des infrastructures extrêmement fortes, routières, autoroutières, ferroviaires, aériennes et portuaires. Bon, ils y sont. C'est pas la route. C'est pas le développement qui amène la route, c'est la route qui amène le développement. On l'a souvent dit. Et ça, c'est important. Ensuite, Dieu a fait que nous avons du pétrole et du gaz. Nous avons du fer à la Falémé. L'agriculture, c'est la mécanisation. Il faut mécaniser l'agriculture. Il faut des tracteurs. Les tracteurs qu'on importe ont été conçus pour des sols bien déterminés des pays qui produisent ces tracteurs-là. Donc nous devons produire des tracteurs qui soient conformes aux propriétés de nos sols. N'est-ce pas? Il faut d'autres types de machines lourdes, légères, méganes, etc. Donc, c'est mécaniser l'agriculture. Il faut une industrie forte, industrie lourde, parce que là, on n'en a pas, on n'a que une industrie de transformation. Il faut renforcer cette industrie, parce que si l'agriculture s'enrichit et se développe, il faut transformer. Il faut transformer. Aller dans le sens d'une transformation des produits avec un secteur secondaire beaucoup plus fort. Une industrie légère de transformation, une industrie lourde de production de ces machines, etc. Donc, il faut une industrie très forte. Il faut enfin, entre autres également, ce secteur tertiaire-là et quaternaire, c'est-à-dire la digitalisation, les immenses opportunités. On n'a pas encore même imaginé les nouveaux métiers qui vont être créés dans quelques peu d'années. Des millions d'emplois avec cette nouvelle réalité-là. C'est cette économie qu'il faut construire. Je considère qu'ils ont bien perçu. Moi, le président Diomaye est allé à Silicon Valley. Ah oui, ça c'est important. Moi, je suis convaincu qu'ils l'ont dit, il nous faut une économie souveraine. Ils sont en train de travailler là-dessus. Et puis... bon. Il faut espérer. Non, pas espérer. Il faut être optimiste. D'accord. Et savoir que si ce cap est gardé, nous y arriverons. D'accord. Alors sur ce point, justement, c'est important, vous avez parfaitement raison, le président Diomaye a été à la Silicon Valley. Osons espérer que le Sénégal misera également sur le développement des startups, parce que lors de l'inauguration du Technopole, Abdou Diouf disait qu'il voulait en faire la future Silicon Valley. Malheureusement, ce qui est arrivé est arrivé. Maintenant, de ce point de vue, avec le développement fait sur la situation économique du pays, monsieur le ministre, on sait également qu'il y a un lourd héritage laissé par le président Macky Sall. Il s'agit véritablement du poids de l'endettement du Sénégal. Est-ce qu'en réalité, nous ne risquons pas, avec cet endettement, de revivre des années de braise par rapport véritablement à la situation économique et financière? Oui, le problème de la dette est un problème très sérieux.
Je sais que le président Sankara, lui, il était pour que les gens ne paient pas la dette. Mais il ne pouvait pas le faire tout seul. Je me souviens, sa dernière intervention à l'OUA en 87, il disait, si nous nous entendons, mais les gens vont nous laisser... Parce qu'on a payé plus que ce que nous devons. On ne peut pas continuer à payer. Vous voyez, principal et intérêt. Si on vous prête 100, au bout de 10 ans, vous avez remboursé 500 et vous continuez encore à payer. Ça n'a pas de sens. D'une part. D'autre part, la problématique de la monnaie. Vous ne maîtrisez pas votre monnaie. Vous ne pouvez pas... Regardez les États-Unis. La masse que les États-Unis doivent comme dette, on ne peut pas l'exprimer en CFA, tellement c'est énorme. La France, idem. D'autres pays, et la même chose. Mais eux, ils ont leur monnaie. Ils peuvent, produire de la monnaie. Nous, on ne peut pas. On ne maîtrise pas notre monnaie. Donc, l'endettement, la problématique de l'endettement va aussi avec la problématique d'une monnaie souveraine. On parlait de la souveraineté. La monnaie est un instrument, un outil fondamental dans la souveraineté économique. Alors, maintenant, pendant ce temps, évidemment, la dette, elle est là, il faut la payer. Bon. Je crois qu'il y a des pistes que le Premier ministre a dégagées dans sa déclaration de politique générale sur déjà le fait de compter d'abord sur nos propres forces. C'est essentiel. La diaspora, le diaspora bond. Bon, j'ai vu hier qu'ils ont envoyé 1800 milliards de francs CFA. C'est pas mal. Mais je trouve que d'ailleurs, ça fait plus. Les statistiques n'arrivent toujours pas à montrer. C'est énorme ce qu'ils envoient ici. Ils disent qu'il y a 80 et quelques pourcents qui vont à la consommation. Mais même si c'est 20% qui ne vont pas à la consommation, c'est combien? Ça fait quoi? 200, presque plus de 300 milliards de francs CFA. C'est important. Si maintenant on les amène à prendre conscience qu'ils doivent participer à l'indépendance économique du pays, entre guillemets, à la souveraineté économique du pays, ils sont combien? Moi, je n'ai pas les statistiques. 1 million? Oui, à peu près. 1 million de Sénégalais dehors. Bon, si on a 500 000 émigrés de la diaspora qui décident chacun de mettre, mettons, $50 par mois, $600 dans l'année ou dans les 2 années. $600 par 500 000, c'est combien? Calculez ça, c'est énorme, énorme, énorme. Et donc, en trouvant des modalités, des méthodes, des approches qui permettent de réaliser cela, c'est déjà énorme. Le pétrole et le gaz vont arriver. La lutte contre la corruption, là, que les gens remboursent l'argent. Parce que j'ai dit que envoyer les gens en prison, si moi j'ai 100 milliards, voilà, vous m'avez... mieux vaut rembourser que d'aller en prison. Vous m'avez éliminé, vous m'avez traîné dans la boue par les médias et vous m'avez envoyé en prison. Même si c'est 7 ans. Je reste en prison. Je dis que moi, je n'ai pas d'argent. Je reste en prison. Au bout des 7 ans, je sors. Parce qu'au fond, on m'a tué socialement. Mais dans 7 ans, les gens vont oublier. Donc je peux revenir, être un homme neuf, j'ai mes milliards d'or. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est quand même de parler avec ceux qui sont convaincus d'avoir pris l'argent. Les preuves sont là.
Voilà. D'accord. Alors, monsieur le ministre, quand même, quoi qu'on puisse dire, quand on parle véritablement d'une bonne maîtrise des équilibres économiques, d'une bonne maîtrise de la situation financière, le développement du secteur primaire, du secteur secondaire. Alors, maintenant, se pose le problème. Bon, je l'ai abordé implicitement, mais c'est le rapport du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à nos pays. Donc, bon, c'est les mêmes des politiques qu'ils appliquent un peu partout, de la même manière, etc. Nous étions très réservés par rapport à ces politiques-là. Hein. Vous ne subventionnez pas, vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça, etc. Ça, c'est les émeutes. C'est les émeutes. Ça, c'est pas possible. D'accord. Alors tout ceci doit également s'adosser sur une bonne stabilité politique et sociale justement du Sénégal. Pas de troubles afin que l'on puisse se concentrer, aller ensemble pour atteindre les objectifs. Alors de ce point de vue, vous l'avez dit, le président Diomaye, quoi qu'on puisse dire, même si Abdou Diouf avait 45 ans, lui également, il est arrivé au pouvoir à 44 ans. Le Premier ministre, il a 51 ans. La plupart, justement, des ministres et ceux-là qui occupent les postes de responsables sont encore jeunes. Est-ce que, malgré tout, le président Diomaye devrait-il vraiment pouvoir compter sur les hommes d'expérience? Vous en faites partie, M. Mamadou Diop Decroix. Oui, mais c'est le problème des générations. Je vous dis, au Sénégal, on invente toutes sortes de choses. Vous savez, tout ce qui bouge n'est pas rouge. Et tout ce qui brille n'est pas de l'or. Effectivement. Mais les gens font tout pour diviser le peuple. On divise les gens entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest. C'est un peu les problèmes ethnicistes qu'on arbore ici. De toute façon, ça ne servira à rien. Ce pays-là, personne ne peut le déstabiliser de cette façon. Mais il y a des gens qui sont là-dedans. On oppose les hommes et les femmes. On oppose les vieux et les jeunes. On oppose, etc., etc. Nous, on doit unir. Le pays doit s'unir. Les générations antérieures, mais sont là. Ils ont, d'après la NSD, hein, c'est plus d'1 million de personnes qui sont là, qui ont une expérience, qui ont, etc., etc. Ces gens-là, on va les mettre de côté. Ça n'a pas de sens si on veut développer le pays. Donc, il faut les capacités, les opportunités de la jeunesse soient utilisées, les capacités et les opportunités des générations plus âgées soient connectées, soient interconnectées, voilà, plus exactement, pour que effectivement aucune force ne puisse être de côté, laissée de côté par rapport à ce qu'il faut faire pour le pays. Moi, c'est mon approche et je crois qu'ils le comprennent. Si vous allez à la présidence, il y a quand même des... À l'image du professeur Abdoulaye Bathily. Oui, par exemple, Abdoulaye Bathily, il y a Madiaye Mbodj, il y a Diallo Diop, il y a... Voilà. Le doyen Alakan. Hein? Le doyen Alakan. Allah est à l'Assemblée. Voilà, ils ont quand même des... Donc moi, c'est mon approche, je suis d'accord avec toi. Donc il faudra impérativement les associer. Alors, mais quoi qu'il en soit, lors justement de son discours solennel à la nation, au soir du 31 décembre, au-delà d'avoir évoqué plusieurs points essentiels sur la vie et la marche du Sénégal, le président a véritablement insisté sur un point, point autour duquel vous-même, vous avez eu à véritablement donner des avis pendant plusieurs années. Il s'agit d'une rationalisation des partis politiques au Sénégal, M. Mamadou Diop Decroix. Plus de 400 formations politiques, des formations qui n'ont jamais été, qui n'ont jamais participé à des élections. L'on se rappelle que feu le doyen Amadou Makhtar Mbow, lors de la Commission nationale de réforme des élections, disait que la majorité des invitations lui étaient revenues parce qu'on ne pouvait pas véritablement repérer la permanence de plusieurs formations politiques. Alors, faut-il véritablement cette volonté réelle pour aller dans le sens d'une rationalisation des partis politiques au Sénégal? C'est indispensable, de toute façon.
ça ne peut pas ne pas être. Bon, c'est pas tout à fait d'ailleurs la création des partis en tant qu'association, non. C'est l'approche d'abord. Vous savez, aux États-Unis, les gens disent « Ah, aux États-Unis, il n'y a que 2 partis ». C'est pas vrai. Tu as des dizaines de milliers de partis politiques aux États-Unis. Effectivement. Mais c'est la conception qu'on a des choses. Moi, je peux créer un parti politique parce que je suis contre qu'on mette une usine, je ne sais pas moi, du côté de Fongolimbi. Voilà, je crée un parti politique pour contrer ça. L'autre va dire non, moi je crée un parti politique parce que le désert est en train d'avancer, on n'est pas en train de le combattre. Voilà, je crée un parti, etc. Mais quand les gens discutent de politique, des lois électorales, code électoral, carte électorale, etc., mais c'est pas, ces gens, on ne les appelle pas. Au Sénégal, on peut s'arranger, identifier les partis au sens où nous l'entendons, et puis ceux-là, ils travaillent avec le ministère de l'Intérieur. Maintenant, les autres, on ne va pas les dissoudre, mais ils ne feront plus partie de ça, puisque vous ne faites pas de congrès, vous ne faites pas de réunion, vous ne participez pas à des élections. C'est pas possible. Alors, si vous me permettez de préciser que au Sénégal, il y a aussi une chose qu'on doit régler. C'est-à-dire, je prends le cas de Andi Diouf PADS. Nous déjà, on dit, parce qu'ils disent, il y a les partis cabines téléphoniques, les partis yobalema, etc. Si tu prends notre cas, il y a 7 élections présidentielles. Aux 4 élections présidentielles, nous avons été candidats. Oui. Il y a eu 8 ou 9 élections législatives. À toutes les élections législatives, nous avons participé en tant que parti, sauf 2017, où nous avons eu une coalition assez large, c'était pour imposer la cohabitation à Macky Sall. C'est ça. Moi, en 2022, on a invalidé votre liste candidature aux législatives. En 2024, on a invalidé ma candidature à la présidentielle. Sinon, nous, on est à toutes les élections en général. On fait des congrès, on fait nos bureaux politiques, voilà. Alors, si vous prenez le PASTEF, PASTEF, en 2017, Ousmane Sonko était le seul député. Ce n'était pas d'ailleurs de PASTEF, c'était une coalition de partis. Mais on a vu très rapidement comment les choses ont évolué. C'est pour dire que moi, je suis pour la rationalisation. Il faut absolument arriver à ce que... Il y a des partis qui peuvent se regrouper, par exemple. Oui, parce que, bon... C'est la multiplicité là, ça n'a pas de sens. Effectivement. Donc, si on va un peu sur ces pistes, on peut trouver la possibilité effectivement de diminuer sérieusement, drastiquement le nombre de partis et aussi, évidemment, réformer les lois et les adapter aux exigences d'aujourd'hui pour que, ma foi, la vie politique redevienne ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire une confrontation de programmes, de projets et de vision. Alors, pratiquement sans transition, M. Mamadou Decroix, parce que pratiquement tous les sujets abordés ont cette forte imbrication à connotation politique, économique et sociale. Mais il nous reste à peu près 5 minutes, le temps véritablement d'aborder 2 autres sujets qui m'apparaissent essentiels. Justement, il s'agit des États de l'AES qui regroupent véritablement le Mali, le Niger, le Burkina, et qui véritablement a décidé d'émettre véritablement son passeport. On le sait, mais il y a également cette médiation entreprise par le président Bassirou Diomaye Faye, qui, pour certains observateurs, en tout cas, jouit d'une légitimité à tout point de vue. Alors, quelles
quelles sont les réelles perspectives? Est-ce qu'il faut recréer, repenser la CEDEAO ou véritablement laisser les États de l'AES véritablement cheminer ensemble? C'est un processus. D'abord, le président Diomaye est le plus indiqué, le mieux indiqué de tous les chefs d'État de la sous-région ouest-africaine à s'occuper de ça. Faites un peu le tour et vous le verrez rapidement. Premièrement, ce n'est pas pour rien qu'il a été désigné. Deuxièmement, même s'il n'était pas désigné, sa conception de l'Afrique et de la politique l'oblige à s'en occuper. Est-ce qu'il va réussir ou pas, c'est un autre problème, mais l'oblige à s'en occuper. Donc, de quelque bord qu'on prenne l'affaire, Diomaye doit faire ce travail-là. Il a déjà dit quelque chose qui me paraît important, hein, qu'on n'a pas à avoir de point de vue sur ce que les États de l'AES posent comme décision souveraine des États. C'est important. On ne peut pas donner des leçons à qui que ce soit. D'accord? Donc l'AES est là, fait ce qu'elle estime devoir faire. Mais ça n'empiète pas négativement sur la mission de Diomaye. C'est ce que tu as dit là, qu'il faut faire, réinventer la CEDEAO. Il faut un nouveau modèle pour la CEDEAO. Parce que ceux qui sont partis là, ils ne sont pas contre le regroupement des 15 pays et de leur population. OK? Donc, il faut trouver une méthode et une formule concrète, parce que c'est des questions concrètes et pratiques qui permettent aux autorités de l'AES de voir que, bon, écoute, voilà, on est en train de prendre en compte nos préoccupations. Ce que nous voulons réellement est là. Les autres aussi diront, oui, bon, mais quand même, l'AES, bon, ils n'auraient pas dû faire comme ils ont fait, mais quand même, les problèmes qu'ils posent sont des problèmes réels. À partir de ce moment, on va trouver des solutions. Hein. Diomaye, il a encore jusqu'en 2029 pour s'en occuper. Je crois que ça va aller. Ça va pas être simple, mais ça va aller. Ça va aller. Nous l'espérons en tout cas pour sauver en tout cas ce qui reste de la CEDEAO et véritablement recréer et repenser la CEDEAO. Monsieur le ministre, justement pour terminer, quittons un peu l'Afrique, hein, tout en restant en Afrique et parler véritablement des États-Unis d'Amérique avec l'arrivée au pouvoir justement de Donald Trump qui revient au pouvoir, j'allais dire. Alors, on le sait, le trumpisme véritablement, c'est véritablement des méthodes inattendues, spontanées à la limite. Alors, quels peuvent être véritablement les enjeux, les perspectives pour le monde, mais surtout pour l'Afrique, parce que l'on se souvient, lors de son premier mandat, il a pratiquement insulté le continent. Oui, tu as dit... nous quittons un peu l'Afrique sans quitter l'Afrique. Parler de Trump, c'est pas quitter l'Afrique. Hein? Parce que Trump, ce qu'il fait, ça concerne tout le monde. Par exemple, apparemment, il a dit que toutes les organisations d'assistance là, comme l'USAID, pour ne pas la nommer, il suspend les budgets pour 90 jours. Donc... les programmes de l'USAID ici vont probablement être suspendus. Ailleurs, c'est etc., etc., etc. Donc, il va bouleverser beaucoup de choses. Il n'a pas parlé de l'Afrique. Moi, j'applaudis. J'applaudis. Moi, je lis cette façon, cette posture de Trump sous plusieurs rapports. Hein. D'abord, je m'en félicite. Parce que ça veut dire que c'est à nous, véritablement, de régler nos problèmes. C'est comme si on tendait la main. Voilà, on a des maîtres. Voilà, on a des maîtres
ceux qui doivent nous donner à manger, etc. Voilà, Trump, qu'est-ce qu'il a prévu pour nous? Ah, il n'a rien prévu. Vraiment. Non. Ça doit évoluer. Ce discours-là, il faut le bannir pour de bon. Et Trump nous donne une bonne occasion pour l'Afrique de s'affirmer et de considérer franchement qu'il n'y a pas de sauveur dans les grandes puissances-là pour nous aider à nous en sortir. C'est à nous de nous battre pour nous en sortir. Alors, maintenant, c'est intéressant aussi parce que c'est finalement l'Afrique, c'est l'Europe qui nous écrase par le biais des anciennes puissances coloniales pour l'essentiel. Et l'Europe aujourd'hui est un peu comme nous. Ils sont en train de pleurer, voilà, etc. Et Trump leur a dit, mais je ne vais pas vous rater. Il ne va pas les rater. La guerre en Ukraine, qu'ils ont poussé Zelensky à provoquer la Russie, etc. C'est eux, c'est pas Zelensky, c'est eux qui ont poussé. L'Ukraine n'est que le cheval de Troie, en fait, contre la Russie. Donc, Trump a dit clairement, je vais parler avec Poutine, la question va être réglée, et c'est les Européens qui vont être les grands perdants dans tout ça. Maintenant, évidemment, il y a la politique intérieure américaine, il y a la mer de Chine, tout ce qu'il veut faire là ne passera pas, parce que l'Amérique aussi a des lois. Il y a un juge qui a dit non, le droit du sol là, ça ne passera pas, je bloque. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le ministre Mamadou Diop Decroix. Alors, à la croisée des chemins, faites tout pour croiser le chemin de Decroix afin qu'il vous fasse croiser véritablement cette silhouette d'expérience et par rapport véritablement à l'homme d'expérience qu'il est. Et véritablement, il continue de se battre pour véritablement des principes démocratiques, mais également pour le renforcement des acquis démocratiques au Sénégal et particulièrement en Afrique par rapport à son engagement panafricaniste. Mamadou Diop Decroix, ancien ministre, ancien parlementaire, secrétaire général de AGI, ça a été un réel plaisir de vous avoir reçu sur le plateau du Grand Oral avec véritablement des développements intéressants et importants pour le Sénégal et l'Afrique. Merci beaucoup, Ablaye. J'espère qu'on se reverra très bientôt. Et merci aussi à ceux et celles qui nous ont suivis. Merci à vous et merci aux téléspectateurs de Rewmi TV et auditeurs de Rewmi FM. Merci également à Malika Faye du côté de la régie. Nous disons bonjour, j'allais dire bonsoir, où que vous puissiez vous trouver actuellement dans le monde. On se donne rendez-vous à samedi, Inch'Allah.